procéder aux quelques allocutions traditionnelles à l'occasion de ce 11 novembre 2019. Bien, donc permettez-moi de saluer en votre nom les différentes autorités présentes, donc M. le sous-préfet, Raymond, notre député Bertrand Sœur. J'excuse nos deux sénateurs qui sont malheureusement absents, donc Philippa est en mission à l'étranger. Jean Bizet est retenu, mais a grandi tout simplement, mais Olivier Noquet, son assistant parlementaire, est bien présent à nos côtés depuis le début de la matinée. Je salue aussi la présence d'Antoine Delaunay, conseiller départemental. La présence fidèle aussi de nos gendarmes, avec le commandant Blis, chef de la compagnie d'Avranches, et aussi le lieutenant Quentin, qui est son premier 11 novembre à nos côtés. Il est arrivé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. J'avais aussi la présence de nos sapeurs-pompiers, toujours en nombre, à la fois à l'occasion de cette cérémonie officielle, mais aussi à l'occasion du défilé. Merci à vous, donc capitaine des Solins, les Caillère, ainsi que l'ensemble de vos hommes. Et puis, vous remercier pour la présence des sapeurs-pompiers, encore une fois, quelles que soient les conditions météorologiques, assurent aussi la bonne tenue de nos 11 novembre. Je salue aussi les présidents d'associations patriotiques, Christian Lediel, Michel Bator. Je salue aussi le représentant local du Souvenir français, Guy Enfray, ainsi que vos porte-drapeaux, messieurs, anciens combattants et puis jeunes porte-drapeaux, qui donnent toujours un cachet merveilleux à nos cérémonies patriotiques. Je salue aussi l'ensemble des élus présents, les élus municipaux de la commune nouvelle de Saint-Martin-des-Champs, mais aussi élus des maires, aussi des communes environnantes. J'aperçois Jean Auro qui est juste ici, il y avait Yves Carnot, Spolin qui était là également, donc qui sont aussi par leur présence attachés à ce mouvement. Et puis, bien évidemment, il faut remercier les jeunes élèves de l'école Aubray-Paris, ainsi que leurs parents, qui ont eux aussi bravé les intempéries pour venir chanter la Marseillaise auprès de notre monument aux morts. Donc merci, jeunes gens. C'est apprécié par l'ensemble des personnes qui assistent à cette cérémonie. Bien, donc permettez-moi de prononcer comme de coutume quelques mots concernant ce 11 novembre 2019. Donc il y a en effet 101 ans exactement s'achevaient les combats sur le front occidental du premier conflit mondial. 4 années de guerre et de combats d'une extrême violence s'achèvent ainsi, laissant la France saigner à blanc, avec 1 500 000 morts sur les 8 millions de morts et de blessés qui fit ce conflit. Et depuis le 11 novembre 1919, c'était donc il y a un siècle aujourd'hui, fut mise en œuvre l'idée d'André Maginot, qui était alors ministre de la Guerre, d'allumer les flammes du souvenir, qu'un comité de la flamme a depuis la tâche de raviver tous les jours au crépuscule, sous l'arc de triomphe, et qui ne s'est jamais éteinte, même pendant l'occupation nazie de 1940 à 1944. Donc notre 11 novembre devient une fête nationale en 1922, et en 2012, ce jour du souvenir a été rappelé par le sous-préfet, qui célèbre l'anniversaire de 1918, rend aussi hommage à l'ensemble des soldats tombés pour la France, commémorant ainsi tous ces hommes, la mémoire de ces hommes tombés en opération sans distinction de guerre. C'est donc également à ces soldats que nous rendons hommage ce matin. Et pour la petite histoire, notre histoire locale, c'est le dimanche 9 novembre 1924 que l'on inaugure le monument aux enfants d'Avranches, morts pour la patrie, sous la présidence du général Mellet, ministre de la Guerre, mais sous la présence effective du général Passaga, son représentant. En effet, c'est depuis 1924 que notre monument aux morts, devant lequel nous rendons à plusieurs occasions chaque année, que ce monument fut érigé. Donc, le matin de cette inauguration de 1924, le 9 novembre 1924, c'est intéressant de repenser au parcours que nous avons fait ce matin. Eh bien, un même défilé se déploie dans la ville, une messe de Requiem donnée à la basilique Saint-Gervais, avec des pièces de Handel, Mozart et Lassus. L'après-midi, on procéda à l'inauguration, à proprement parler, du monument, avec l'appel des noms des enfants morts, des enfants d'Avranches morts pour la patrie. Et on imagine aisément, en 1924, quelle fut l'émotion des participants qui, ainsi, rendaient enfin un hommage public au cœur de la ville, à leurs proches disparus sur les champs de bataille.
Et depuis, notre 11 novembre est toujours bien vivant à Avranches, comme partout en France, et nous devons nous en réjouir. Et il nous appartient, année après année, de faire vivre ces commémorations avec le respect de la mémoire de nos défunts, de ces soldats revenus marqués à jamais de ce qu'ils vécurent. Alors cette année 2019, permettez-moi cette pointe historique, c'est aussi l'an 1 de la commune nouvelle d'Avranches-Saint-Martin. Et nous aurons à cœur de continuer à honorer, comme nous l'avons fait ce matin, nos deux monuments, selon nos traditions respectives. En effet, ce matin, pour les gens qui n'y étaient pas, nous avons effectué un traditionnel dépôt de gerbes au monument mort de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs. Alors, lorsqu'on dépose des gerbes au pied d'un monument, là je m'adresse peut-être aux plus jeunes, c'est un geste symbolique qui nous permet de rappeler le message des anciens de 14-18 qui, souvent, au-delà de leur souffrance et de leur sacrifice individuel, n'avaient qu'une seule ambition, une seule obsession, serais-je tenté de dire, transmettre pour que l'horreur ne se reproduise pas, pour que leur guerre soit la dernière. Je reprends ici les propos de Charles Goetz, alsacien, dernier vétéran français de l'armée impériale de Guillaume II, qui déclarait encore peu avant sa disparition en 2005, je le cite, j'ouvre les guillemets, donc aux générations futures, je dirais, soyez les messagers de la paix, soyez les passeurs de la mémoire de la Grande Guerre, car cette tragédie ne devra jamais être oubliée, sinon elle risque de se reproduire. Je trouve toujours intéressant de relire ces témoignages prégnants d'hommes qui ont connu la guerre et les horreurs de ce conflit. Alors cette année est un peu particulière puisque en même temps que nous célébrons notre 11 novembre avec une dimension mémorielle forte, puisque nous sommes encore sur une année de centenaire, eh bien il y a une autre commémoration qui est dans tous les esprits, c'est celle du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Commémoration qui prend place dans un contexte européen on ne peut plus délicat. Le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin est en effet dans tous les esprits depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et la nécessité de commémorer cet événement, de le questionner aussi, est d'autant plus grand que nous sentons bien que cette Union européenne, issue de ces deux conflits mondiaux, est aujourd'hui sérieusement menacée. Et cet événement européen majeur, qui a ouvert la voie de la réconciliation et de la fin de la guerre froide, constitue une étape importante de la construction de la paix à l'échelle de notre vieux continent. Et si l'historien prend la peine de synthétiser ces relations européennes, l'histoire des guerres européennes et des tensions entre les États depuis la Révolution française, il nous fait prendre, cet historien, conscience de la brutalité des conflits qui ébranlèrent nos sociétés occidentales. Guerre napoléonienne, tout d'abord, de 1803 à 1815, dont on a peine à imaginer l'ampleur des pertes humaines. Guerre franco-allemande de 1870-1871, avec la perte des territoires alsaciens-lorrains. Premier et second conflits mondiaux, avec ces histoires de conquêtes vaines de soldats sacrifiés par centaines de milliers, histoires de populations civiles déplacées, de villes et de villages rasés, d'exactions de toutes sortes. Et là encore, j'aimerais reprendre, face à ce triste constat, la citation d'un autre poilu, Fernand Gilson, qui disait « Avec les Allemands, nous nous sommes tellement battus que nos sangs ne font plus qu'un. » Quoi qu'il en soit, voilà notre patrimoine européen, lourd patrimoine, lourd héritage, héritage de nos aînés, dont le dernier avatar fut la partition de l'Europe en deux parties, deux blocs, avec au centre l'Allemagne découpée par les vainqueurs et aujourd'hui réunie pour continuer à forger l'unité européenne. Unité qui, malgré le choix britannique de quitter l'Union, doit rester garante de stabilité pour ses citoyens, mais aussi à l'échelle du monde où nous voyons bien, quotidiennement, la tectonique géopolitique ne cesse de bouleverser les équilibres établis à la fin du XXe siècle. Car en Europe, si l'élargissement a été un succès géopolitique pour les pays de l'Union, il n'en reste pas moins que les relations entre l'Est et l'Ouest génèrent frustration, rivalité et malentendus. Pourtant, même si l'Europe est aujourd'hui en crise sur plusieurs sujets,
Il ne faut pas oublier que la chute du mur de Berlin a permis d'entériner la fin du communisme en tant que régime totalitaire. Et nous sommes nombreux à garder en mémoire ce symbole merveilleux donné par le violoncelliste Rostropovitch, qui donnait devant un public médusé un concert improvisé, des suites de Bach, assis sur une simple chaise devant un pan de mur bariolé. C'était il y a exactement 30 ans, le matin du 11 novembre 1989. Magnifique symbole en effet, plein d'espoir, d'un espoir qui nous appartient de continuer à faire vivre. J'en ai fini, merci de votre attention. Vive la République, vive la France, mais aussi, plus que jamais, vive l'Europe. Merci. Et avant de céder la parole à Antoine Delaunay, je voudrais tout simplement féliciter les récipiendaires du matin avec la médaille de reconnaissance de la nation pour son engagement d'Algérie à M. Georges Genet, et aux 3 médaillés de 3 des combattants, donc Jean Danilo, Bernard Levallois et Jacques Rochefort de Saint-Martin-des-Champs, et enfin la médaille de reconnaissance de la nation également pour l'engagement d'Algérie à Bernard Zaki. Monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus communautaires et communaux, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie nationale, du corps départemental des sapeurs-pompiers et de la police municipale, messieurs les présidents des associations patriotiques, mesdemoiselles et messieurs des porte-parole, mesdames, messieurs, chers amis. La guerre était terminée. Il fallait maintenant gagner la paix. L'année 1919 est largement consacrée à la préparation des traités de paix consécutifs à la fin de la Première Guerre mondiale. Nous savons aujourd'hui l'ampleur de l'échec. Bien vite, la France, l'Europe, le monde sombrent dans une autre guerre mondiale, plus encore, terrible et barbare, encore plus. Il y a un an, nous atteignions l'épilogue étonnant d'anniversaires successifs que nous avions entrepris fêter chaque année pendant 4 ans, le centenaire de la Grande Guerre. Manifestations solennelles, festivités populaires ont émaillé cette période de commémoration. Elle a aussi été l'occasion, une dernière fois peut-être, pour chacune et chacun, de fouiller les greniers, tout comme les recoins de mémoires intimes et familiales, pour en exhumer les derniers souvenirs et les envoyer rejoindre pour l'enrichir, la grande mémoire commune. Au moment de tourner la page de ce centenaire, nous nous posions la question de l'avenir. Comment maintenant continuer à commémorer 1914-1918? Quel sens donner désormais à la commémoration d'événements d'un autre siècle? La question est toujours d'actualité. Il est d'ailleurs intéressant de souligner qu'il y a 100 ans, justement, en 1919, elle se posait déjà, et avec une grande acuité, et avec autant d'incertitude qu'aujourd'hui, même si les termes de l'interrogation étaient sensiblement différents. En 1919, et avant que l'État ne tranche, en 1922, les interrogations relatives à la commémoration de la Grande Guerre sont fortes. Si l'on se tourne vers les acteurs principaux de cette horreur, alors tout juste achevée, les soldats, il est évident pour eux qu'il faut commémorer leurs sacrifices, commémorer la mort de leurs camarades, les Français comme les Allemands d'ailleurs. Car le sentiment est alors assez général qu'il faut tourner le dos à la glorification va-t-en-guerre dans la propagande amusée et abusée. C'est bien naturel pendant les années de guerre. Eux connaissent l'enfer. Ils y ont vécu. Ils en reviennent. Pas la peine de leur raconter des histoires. En 1919, les plus jeunes anciens combattants sont pacifistes. Ils appellent la paix de leur vie. Et d'ailleurs, de ce point de vue, assez étonnant d'entendre aujourd'hui des hommes et des femmes qui n'ont pas vécu la guerre, ni même qui ne l'ont connue, vanter des exploits qui les dépassent, comme s'il croyait possible de se les approprier, comme on ferait par exemple d'un bon résultat sportif. La tentation est hélas grande. Elle était hier, elle est toujours aujourd'hui. Commémorer n'est pas un acte anodin. Commémorer, c'est se souvenir ensemble d'événements passés en tant qu'ils font d'une identité collective. La commémoration dépasse, c'est évident, les simples souvenirs. 100 ans après, il ne faut pas le dévoiler. La Première Guerre mondiale est un événement capital de notre histoire contemporaine. Elle fait basculer le monde, elle l'entraîne avec le siècle dans un tourbillon qui le précipite dans la Seconde Guerre mondiale.
La muséographie du mémorial de Caen est à ce titre terriblement éclairante. Cette lente spirale qui commence en 1919 avec la signature du traité de Versailles et qui descend progressivement au creux de l'abîme avec la bataille de France et l'horreur qui suit. Alors non, il ne faut pas laisser sombrer dans l'oubli la Première Guerre mondiale, les événements qui y ont conduit et ses conséquences. Faut-il craindre que les manifestations du centenaire de la Grande Guerre aient constitué un paroxysme? Va-t-on connaître un lent déclin de la ferveur populaire? Le syndrome du bicentenaire va-t-il frapper? On se souvient qu'en 1989, un grand désintérêt avait ainsi surgi après l'immense engouement de la commémoration de la Révolution française. Ce serait étonnant. Un siècle après, la mémoire de la Grande Guerre reste particulièrement présente et la ferveur populaire à son égard incroyablement vivace. La Grande Guerre ne fait pas simplement partie de l'histoire de France. La Grande Guerre fait partie de notre histoire intime. 1 400 000 morts, 4 300 000 blessés. Pas une famille n'a été épargnée. Et pas une famille qui ne perpétue au fil des ans le souvenir de tel aïeul, tristement tombé ou miraculeusement revenu. Permettez-moi de parler de moi. Mes beaux-parents emmènent chaque année, les uns après les autres, leurs petits-enfants, les enfants et leurs cousins, dans l'est de la France, visiter les lieux de mémoire. Ma belle-mère veut ainsi continuer à faire vivre son propre beau-père qui lui racontait Verdun qui n'avait jamais cessé de le hanter. Cet exemple est éclairant. Aujourd'hui encore, quand on parle avec les descendants, la Grande Guerre, ce n'est pas vieux, c'est terriblement présent dans les histoires familiales. Ce serait étonnant donc que l'on oublie la Grande Guerre. C'est heureux. C'est heureux parce que la Grande Guerre a imprimé à l'Europe un mouvement qui l'anime encore. La Grande Guerre, c'est aussi la dernière fois que le peuple de France s'est levé tout entier en armes. La Grande Guerre, c'est aussi la première fois que l'armistice signé, on ne célèbre pas tant la victoire que la paix, enfin retrouvée. 100 ans après, c'est ce qu'il faut retenir. Même si, redisons-le, la paix n'était alors que fugace, et qu'une menace plus grande encore grondait. C'est ce qu'il faut retenir, surtout parce que cette menace grondait. Les poilus de 1919 avaient compris l'importance de la paix. Ils pressentaient qu'elle était fragile. Nous avons pour notre part compris que la guerre n'est pas qu'un accident du passé, que la paix n'est pas inscrite dans nos gènes. Une fois établie, elle n'est pas inaltérable. Elle se cultive, s'entretient, se protège. Il nous faut avoir le cesse de le répéter, particulièrement dans ce monde qui est le nôtre aujourd'hui, qui se radicalise, qui se durcit. Pour la concorde et pour la paix, vive la République, vive la France. Bien, permettez-moi à mon tour de prendre la parole et puis saluer effectivement monsieur le sous-préfet, monsieur le maire de Branche, monsieur le maire délégué Jacques Lucas. Permettez-moi également de saluer tous les élus présents, Olivier Noquet qui représente notre sénateur Jean Mittet, saluer les représentants des forces constituées et on va leur rendre hommage également parce que nous sommes bien souvent contents de vous trouver, messieurs les gendarmes, messieurs les pompiers, vous nous êtes précieux. Merci à vous de votre présence et vous saluez tous, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord féliciter monsieur le maire, l'ensemble des élus de cette commune nouvelle de la Branche. Saluer également les représentants des anciens combattants, saluer Christian Lodiel, Michel Bateur, Claude André, pour le travail qu'ils accomplissent tout au long de l'année pour perpétuer effectivement cette mémoire. Vous êtes très nombreux ce matin et ça prouve l'attachement que nous avons dans notre République française à entretenir la mémoire, à faire en sorte que les générations qui se succèdent n'oublient pas le sacrifice que nos aïeux ont consenti pour faire que nous puissions vivre ici, en France, en toute liberté, avec une égalité et une fraternité que beaucoup de pays nous envient. Alexis de Tocqueville a écrit « Dans les démocraties, chaque génération est un nouveau peuple ». Et effectivement, nous vivons une période difficile actuellement, une période où la globalisation, où la mondialisation ont plutôt privilégié l'individualisme que le sens commun et l'investissement pour l'autre. Alors effectivement, il nous appartient à tous d'entretenir cette mémoire et de permettre à ce que les jeunes, et ils sont nombreux présents ici, et je salue ce dynamisme de la ville de la Branche, chez les pompiers, chez les porte-drapeaux, on l'a vu tout à l'heure, ces enfants qui ont interprété la Marseillaise. Je crois que vous savez, nous savons sur ces territoires faire en sorte que l'on transmette notre histoire, nous, notre histoire de Français et Françaises, et puis que l'on donne l'envie de s'engager.
Notre société, c'est une société de l'engagement. Je crois beaucoup au service civique, je crois beaucoup au service national universel, parce que c'est aussi grâce à ces dispositifs que nous pourrons transmettre ces valeurs nécessaires d'engagement. À nous, adultes aussi, d'avoir cette capacité à faire de la pédagogie, à expliquer à cette jeunesse à qui l'on demande tant pourquoi notre histoire s'est construite ainsi et pourquoi, à chaque cérémonie, nous avons cette nécessité de transmettre ce que nos aïeux ont vécu. Alors merci à vous les jeunes, parce que beaucoup de gens critiquent la jeunesse. Et moi je suis assez admiratif de votre engagement. Vous êtes aujourd'hui exemple que quand on veut s'engager, parce que vous avez certainement vécu dans vos familles ce sens de l'engagement, eh bien moi je veux vous féliciter parce que cette critique est trop facile. Notre jeunesse elle est brillante. Sachons la reconnaître et un grand merci à vous toutes et tous d'être là ce matin pour faire en sorte que cet hommage rendu à nos anciens, à nos aïeux, à nos combattants, il ait cette ampleur. Un grand merci à vous et j'ai confiance dans notre République, j'ai confiance dans la France. Vive la République et vive la France. Mesdames, Messieurs, bonjour. On va récompenser un porte-drapeau. C'est 4 années d'activité. J'appelle Raymond Peigny de Saint-Senier. Raymond, viens nous voir. Au nom de la secrétaire d'État aux anciens combattants, je te remets l'insigne de porte-drapeau pour 4 années d'activité. Félicitations. Merci. Bien, écoutez, mesdames et messieurs, merci de votre attention. À présent, au nom du